l'avenir. Cette question des monstres sur laquelle tu as commencé, je me suis demandé, mais là c'est une question que je me pose et je ne sais pas trop si tu auras une réponse ou pour les différentes sortes de monstres autour de la question du lézard. Je me suis demandé s'il n'y avait pas une sorte d'évolution, c'est-à-dire on aurait des années 50 obsédés par les gros insectes ou par les arachnides, les grosses fourmis de Zem, par exemple, les monstres attaquent la ville, ou bien Tarantula, enfin, tu vois tout le panel. Ensuite, on aurait, pendant les années Reagan, quelque chose qui tiendrait aux reptiles, puis ensuite, on passerait aux monstres poulpeux, en quelque sorte, qu'on connaît dans Cloverfield, etc. Mi-dinosaure, mi-pieuvre, en quelque sorte, avec un retour sur l'obsession de la pieuvre qu'on connaissait déjà au 19e, Oh, tu sais, avec Hugo, Vert. Et je me demandais si tu pouvais, enfin, si tu penses que le lézard a une sorte de synthèse de tout ça ou pas. ben, je pense que c'est difficile à faire une vraie linéarité claire comme, comme cela parce que je pense que toutes les virtualités tératologiques et tératogoniques sont toujours là au titre de répertoire à chaque époque, à chaque décennie. Il y a quelques dominantes et au fond, le reptilien dont on fait enfin, dont je proposais la généalogie, et c'est un peu le livre sur lequel je suis en train de travailler en ce moment, je me rends compte que euh, c'est une figure qu'on construit beaucoup a posteriori, de manière rétrospective. C'est-à-dire que c'est parce que c'est devenu une figure justement très populaire avec V et avec les théories de la conspiration de David Icke que rétrospectivement, on s'est amusé, et je ne suis pas le premier, on s'est amusé à retracer leur itinéraire. Mais ce n'était pas c'était pas une figure dominante. Je pense qu'on peut dire que plutôt que les formes exactes, strictes de la tératologie, ce qu'il y a, c'est que chaque époque a une certaine prédilection pour certaines modalités de monstruosité. Ce que tu évoquais du gigantisme, c'est vraiment dans le cycle post-atomique, c'est vraiment dans cette sorte de cycle. Et puis d'ailleurs, c'est très, très spécifiquement du cinéma. C'est aussi pour des raisons techniques, parce que c'était une manière facile à l'époque de créer cette sorte de défamiliarisation du familier par le grossissement, etc. Mais c'est vraiment un truc très atomique. Par contre, ce qui est assez fascinant, et je pense qu'il y a un chantier immense pour pour les chercheurs pendant des décennies à venir, dans les pulps. Les pulps ont été pendant très longtemps, somme toute, évoqués avec grande nostalgie, etc., par ceux qui les avaient connus, mais en grande partie, c'était impossible à trouver. Je veux dire, il y avait quelques collections très spécialisées dans des universités américaines, mais encore fallait-il faire le pèlerinage jusque là-bas et puis être confronté avec des centaines et des centaines de publications, voire des milliers. Alors maintenant, depuis qu'il y a un grand travail de numérisation qui est fait, nous avons accès à quelques grandes collections au complet et c'est vraiment un chantier. C'est un truc que j'aimerais éventuellement, de temps en temps j'y vais, de temps en temps j'écris sur ça, je cherche, mais c'est un truc gigantesque. C'est vraiment, il faudrait que des gens consacrent leur thèse à chaque magazine, à chaque figure. Enfin bon, ça, à mon avis, ça va prendre quelques décennies, mais c'est toute une autre histoire de l'imaginaire pop qui se dessine parce que ce dont on se rend compte en pouvant enfin consulter les textes eux-mêmes, c'est que tout est déjà là. C'est-à-dire qu'à la fois, on a les trucs Lovecraftiens, et il n'est pas d'ailleurs le seul à avoir ces créatures-là du type ce que reprendra le Cloverfield, comme on avait montré dans la journée d'études, justement. Mais à la fois, on a aussi les termites monstrueuses qui deviendront très célèbres dans le cinéma des années 50. À la fois, on a aussi donc des petites créatures du type les reptiliens, et on a un peu toutes les variantes. Donc, les pulps ont vraiment fonctionné comme un immense laboratoire, de par leur côté presque proche de l'écriture automatique, c'est-à-dire c'était des centaines et des centaines de publications. Les écrivains de la jungle pulp étaient là en train de produire à la chaîne de manière vraiment industrielle ce type de fiction. Donc, ils déclinaient à l'infini les variantes de ce qui pouvait être monstrueux. Alors, on y retrouvait les trucs qu'on aime bien, toi et moi,
de l'imaginaire fin de siècle. Donc, c'était des gens quand même qui étaient donc des années 20. Donc, c'était des gens qui connaissaient l'imaginaire fin de siècle, qui par ailleurs continue un peu jusqu'à la Première Guerre mondiale en grande partie. Donc, eux, ils étaient nourris de cet imaginaire-là, de les femmes araignées, les femmes, enfin, tous les hybrides typiques du symbolisme, etc. Pour les illustrateurs, c'était la même chose. C'est des gens qui étaient nourris à la peinture académique et qui se retrouvent dans les pulps. Et donc, eux, ils connaissaient les trucs du type von Stuck, etc. Donc, les monstres de la fin du siècle. Ce que ton ancienne collègue Evangelia Ested avait travaillé dans son immense thèse sur le monstre fin de siècle. Et en même temps, il y avait tous les imaginaires justement futuristes qui apparaissaient dans les pages de ces pulps. Donc, je pense qu'en grande partie, tout ce dont on va parler à partir des années 40, 50 dans la culture pop, c'est déjà en grande partie dans les pulps. Donc, il y a un gros travail de généalogie, je pense, intéressant à faire. Et c'est surprenant à quel point des trucs comme les conspirations reptiliennes étaient déjà évoqués dans ces années-là, presque de toutes pièces. Alors qu'on va les associer plus à des époques ultérieures. Donc, je pense que c'est un peu ça. C'est l'effet de corpus et aussi, bien sûr, les grands succès les grands succès des grandes créatures des années 50. Mais il y a un immense bouquin qui est sorti sur les genres, je pense que c'est comme 500 ou 600 films de science-fiction des années 50. Et là encore, on a un peu de tout, parce qu'on a aussi les infiltrés, on a aussi… Donc en fait, je pense que c'est plus comme des gammes et des leitmotifs qui apparaissent à travers différentes époques et qui prennent différentes tonalité, c'est ce que j'essaye de montrer avec les reptiliens, c'est que finalement, le reptilien des années 60 de Nelson, il n'est pas tout à fait la même que le reptilien de V, mais il y a tout le temps des continuités. Et bon, je vais laisser la figure avec David Icke, je ne vais pas m'amuser à chercher tous les reptiliens des années 2000, mais qui maintenant sont partout. Mais ça me rappelle le titre de ce film, Elle voit des nains partout. Donc bon, c'est un peu ça, on voit des reptiliens partout. Donc je pense que c'est un peu ça. Je pense que le truc, c'est de trouver un peu ce que Jacobson appelait les dominantes et peut-être trouver les dominantes de chaque période dans un répertoire qui reste toujours vivant et où on peut toujours puiser. Oui. Oui, j'y ai pensé parce que tu as parlé de la créature du lagon noir, en fait, en lien avec tes reptiliens et autres à visage ou à corps de reptiles. Et je me suis dit qu'il y avait quelque chose quand même, parce que qu'il faudrait chercher de ce côté-là, parce que la créature du lagon noir, on la retrouve ensuite dans la forme de l'eau. Et en réalité, elle est liée à une sorte de politique et d'agence gouvernementale qui expérimente sur elle, et puis qui sont en lutte avec l'Union soviétique, etc., alors qu'on n'avait pas du tout ça dans le film des années 50. Oui, Et c'est comme… c'est une réécriture par Del Toro. Mais ce qui est curieux avec Black Lagoon, c'est l'homme batracien. Et ça, c'est une autre généalogie parce qu'en fait, à l'époque des pulps, il y avait aussi plusieurs types d'hommes batraciens. Donc là encore, c'est quelque chose qui existait. Donc ce qu'on a l'impression, c'est un peu comme une réécriture constante, un recyclage culturel pop, si on veut, qui est constant, qui est toujours à l'œuvre, soit par un effet de génération, parce que finalement, beaucoup des gens dont on parle, c'est quand même des gens qui traversent les générations. Je vais vous parler de Leek Brackett qui faisait les pulps, mais qui fait le scénario de l'Empire contre-attaque. C'est un peu la même chose pour beaucoup de ces gens-là qu'on retrouve s'ils ont un peu moyennement une longue vie, c'est des gens qui peuvent écrire dans les années 20, mais ensuite continuer dans les années 50, dans les années 60, et qui transitent aux États-Unis entre les médias. D'où le côté très transmédiatique, parce que ça se trouve, quelqu'un qui a commencé dans les pulps, lui, il va après faire des scénarios pour la télé, il va faire des scénarios pour les films, et donc il y a des sortes de filiations aussi qui sont très personnelles, des figures d'auteurs, des équipes d'auteurs aussi, des gens qui s'influencent les uns les autres et tout ça, et un peu la mémoire aussi des genres, parce que la grande force de ces genres, de l'imaginaire, c'est le fandom, c'est que c'est des vrais spécialistes, et c'est souvent des lecteurs qui ensuite deviennent des auteurs, et ils ont souvent une grande mémoire du genre. Donc, ce n'est pas quelque chose de nouveau, ça. C'est maintenant, avec Internet, c'est intensifié, évidemment, mais c'est déjà le propre des fans, des premiers fans. Asimov et les autres sont déjà des fans dans les années 30. Donc, ça veut dire qu'eux, ils ont déjà des lectures de science-fiction des années 20 et des thèmes qu'ils vont reprendre et tout ça. Donc, je pense que ça, c'est une logique vraiment de la pop culture, surtout aux États-Unis.
Mais ce qui est très intéressant, comme tu dis, c'est effectivement de voir ce que ça devient dans chaque réécriture. Et Del Toro, c'est clair qu'il s'est amusé avec un film fétiche. Il s'est amusé à le retraduire dans, dans les angoisses des années 2000, projetées sur les années 50. Oui, en plus, il y a l'esprit du temps quand même aussi qui joue. C'est pour ça que l'homme batracien dont tu parles, finalement, on le trouve un peu partout, et pas seulement aux États-Unis, mais en Europe aussi, parce que c'est le cycle du crapaud d'Henri Verne pour Bob Moran, qui très probablement ne connaît pas directement les productions qui lui sont contemporaines des hommes batraciens dans la culture américaine, mais pourtant, il baigne dans le même esprit du temps, et c'est notamment à revenir au même moment, comme par coïncidence, à revenir aux hommes batraciens, aux hommes crapauds, etc. Je pense que Oui, il faudrait, on voit bien là qu'il y a quelque chose qui se joue à la fois en termes d'influence, comme tu le dis, des pulps à d'autres types de la culture pop, et puis une culture pop qui est complètement immergée dans l'esprit de son temps et qui même peut voir arriver des motifs ou des images chez des auteurs qui même s'ignorent entre eux, en quelque sorte. oui, oui, tout à fait. Et ça, c'est assez fascinant, on le voit souvent. Et c'est d'ailleurs tout un pan super intéressant du lien entre ce qu'on appelait le merveilleux scientifique français et francophone et la science fiction, donc baptisée par l'éditeur de pulp Hugo Gernsback, et qui d'ailleurs au début traduit les Français, entre autres Rosny Aîné et tout ça. Donc en fait, ce qui est assez curieux, et c'est vrai que c'est toute l'équipe des Aventuriers sur Facebook et ailleurs qui insiste beaucoup sur cette tradition vraiment française et francophone, parce qu'il y a aussi beaucoup la Belgique, etc. Mais cette tradition francophone de l'imaginaire qui était extrêmement riche et qui était au fond plus riche pendant la fin du 19e, début du 20e que la tradition états-unienne. Mais après, il y a un peu une inversion. D'ailleurs, un peu ironiquement, un peu comme l'inversion dans l'histoire de l'art, quand on dit que l'art moderne passe à New York après avoir été en France pendant 40 ans, etc. Et c'est très curieux parce que finalement, c'est un peu aussi ce qui se passe avec la pop culture. Et elle est quand même très, très européenne jusqu'à ce que les États-Unis prennent le relais industriel, etc. Oui, Clément, je vois que tu lèves la main. Oui, oui, je me demandais en fait, pour en revenir aux États-Unis, je me demandais dans quelle mesure enfin à quelle proportion le Comics Code Authority, euh, qui, euh, qui censurait justement par un souci de bienséance, qui censurait les publis et les pulps avec tout leur côté horrifique et science-fictionnel, je me demandais à quel point ça aurait impacté justement cette culture-là, cette culture du monstre et du lézard, du reptile, et en parallèle, la culture de l'underground qu'il aurait remis, pas sur la scène officielle, mais justement en réaction justement au CCA. Bah, les pulps se transforment d'une manière, c'est-à-dire ils meurent et à la fois ils se transforment. Ils meurent pour toutes sortes de raisons, beaucoup pour une raison purement pragmatique par rapport au papier, au coût du papier, etc., mais aussi pour la distribution. Le Comics Code était plutôt consacré aux comics stricto sensu parce que c'était considéré comme des publications pour les enfants et Mm. d'où donc, ça a entraîné toute cette hystérie des années 50 par rapport aux comics horrifiques qui eux-mêmes étaient une sorte de transformation des pulps, et d'ailleurs de manière très claire, hein, parce que les scénaristes de EC Comics s'inspiraient ouvertement des intrigues des pulps complètement. Et des fois, ils faisaient des réécritures, comme avec Ray Bradbury, ils les ont payés, mais d'autres fois, c'était purement de l'ordre du plagiat, mais de la transmédiation, en fait. Donc, ce qui fait que c'est quand même magnifique. Mais les pulps se transforment beaucoup, à la fois dans les paperbacks. La science-fiction devient un truc de roman, alors que c'était plutôt un truc de nouvelle, justement parce que les pulps meurent et on passe au paperback, mais les pulps aussi se transforment dans le format du magazine Digest. Et c'est pour ça que tous les pulps, tout ce qui était des magazines pulp de science-fiction deviennent des magazines dans un format Digest dans les années 50, jusqu'à pour beaucoup d'entre eux, jusqu'à pratiquement nos jours. Donc je pense qu'il y a eu des continuités malgré des transformations, malgré des changements des industries culturelles, etc. etc. Et quand on s'intéresse à des figures, comme ce qui est intéressant, c'est de les voir transiter justement d'un support à l'autre et à chaque fois de essaimer leur. Donc c'est quand même curieux quand je disais que Carpenter lit le comic book
qui est adapté de la nouvelle de Nelson. Je veux dire, c'est assez singulier comme parcours. Et voilà beaucoup ce qui s'est passé quand on commence à gratter. Et en général, c'est ce dont on se rend compte, nous, toute l'équipe qu'on est, puis tous ceux qui nous entourent, des collègues et collaborateurs. Mais ce qu'on se rend compte, c'est que tout simplement, la culture pop reste énormément à découvrir. C'est-à-dire qu'en fait, dès qu'on voit dans le détail, parce que tu viens de faire, Victor, avec V, toi, Clément, Kenton Lip, etc., c'est que dès qu'on va dans le détail, on se rend compte justement qu'il y a beaucoup, beaucoup de choses à dire. Et je pense que c'est un peu ce qui est grisant et à la fois ce qui est un peu angoissant, un peu anxiogène, c'est de se rendre compte à quel point on connaît très peu cette culture-là. C'est-à-dire que c'est une culture qu'on connaît beaucoup d'un point de vue naïf, de spectateurs ou lecteurs, etc. Mais c'est une culture qui reste encore énormément à découvrir. C'est un peu comme si tout à coup on découvrait toute la bibliothèque de la littérature élisabéthaine c'est que tout à coup il y a un immense corpus dont on sait au fond peu de choses et dont on a une image très, très imparfaite. Et je suis tout à fait convaincu. Dans les 20 dernières années, déjà, rien que tout ce qui s'est fait, donc tu évoquais le livre sur les lizards in jackboots, mais c'est justement la collection Macfarlane. Eux, ils publient comme 200 livres par année sur des œuvres pop, et depuis une ou deux décennies, je pense que la compréhension qu'on commence à avoir de ces choses-là n'a rien à voir avec ce que trouvaient les gens quand ils travaillaient sur ça dans les années 80 ou 90. Donc, je pense que maintenant, on est vraiment en train de travailler vraiment sur ces œuvres-là et de découvrir finalement la complexité, non seulement des œuvres, mais de leur élaboration, diffusion, etc., etc. Et c'est pour ça que oui, tu as raison, Sébastien, dans ce que tu poses comme question, mais je pense que la réponse n'est pas facile et que justement, il y a encore beaucoup d'études à faire sur les monstres de chaque époque, sur même des grands films comme Black Lagoon, tout ça. Il y a beaucoup de choses à découvrir. Et c'est ce qui nous passionne, heureusement, mais bon, c'est aussi ce qui fait que c'est une tâche assez sisyphéenne. Surtout que ça navigue, hein, parce que tu dis que ça passe effectivement, et ça me semble, c'est très juste. Ça passe de l'Europe aux États-Unis, un peu selon le même modèle, justement, qu'après 40, 45, l'art moderne passe de Paris à New York, comme tu dis, mais ça revient ensuite en Europe. Je pense aux fumetti italiens, par exemple, qui reprennent quand ces figures de monstres et d'extraterrestres ou de femmes possédées en les érotisant et en les adaptant à notre goût, pas seulement italien, mais à notre goût européen. Et donc, ça part et ça revient, en quelque sorte, comme dans la chanson de Claude François, ça part et ça revient. Et c'est pour ça aussi qu'on se perd dans les filiations et les ancêtres et les aïeux et les descendants. Je pense que c'est vraiment, ça nécessiterait des thèses et des thèses entières sur ces questions d'influence, de reprise, de réécriture et d'invention. Oui, non, et moi, personnellement, ça fait plusieurs fois que je commence à travailler sur une petite figure qui semble une petite figure comme les reptiliens, et j'en suis à 140 pages. Je veux dire que, en fait, ce qui se passe, c'est qu'au début, on pense à un truc, bon, oui, il y a tout ça, bon, donc on a un peu une vague impression de ce qui se passe, mais en fait, on commence à se rendre compte que chaque petit motif et que chaque figure, etc., a vraiment une quantité de déclinaisons. Donc, je pense que c'est à la fois intéressant de continuer dans l'esprit de synthèse. C'est ce que d'ailleurs, Sébastien, tu fais avec ton livre sur le cinéma reaganien. Tout ça. Je pense que c'est très important d'avoir aussi les grandes synthèses. Et à la fois, je pense que on est aussi dans un travail de détail, de découvrir dans le détail chaque chose, comme ce que d'ailleurs avec les plans, comme ce que tu montrais, Victor, aussi, avec les plans de la reprise de Spielberg chez V, tout ça. Donc, moi, ce qui m'amuse, c'est que comme on est des rescapés, en tout cas, surtout toi et moi, Sébastien, qui sommes les aînés de ce groupe, mais ce qui est drôle, c'est qu'on passe des grands débats quand on allait à la fac, qui étaient les grands débats sur le picaresque, les grands débats sur les romans de la conscience malheureuse, tout ça, et que finalement, ce qu'on se rend compte, c'est que toutes ces subtilités
qu'on voyait dans la littérature comparée sur ces corpus, etc. Au fond, ce qui est assez intéressant, c'est de voir aussi ce que ça donne avec la culture populaire. Et voilà. Oui, Sébastien, continue, je t'ai interrompu peut-être. Ouais, non, non, surtout qu'on voit bien, non, mais c'était aussi le sujet du jour. Moi, V, par exemple, je me demande, c'est-à-dire, quels sont les liens? Est-ce qu'on ne peut pas considérer que V, en quelque sorte, c'est un descendant des envahisseurs? C'était la série, elle est de 67-68. Les envahisseurs, ça serait en quelque sorte, pour l'esprit du nouvel Hollywood contestataire, une représentation dominante, puisque tu parlais de dominante en quelque sorte, de prédilection. Ça c'est la culture dominante au moment de la contestation hollywoodienne et européenne. Ensuite, on aurait vu dans les années 80 avec cet imaginaire reaganien qu'on retrouve dans Red Dawn. Et d'ailleurs, Victor a parlé de Red Dawn. C'est intéressant parce qu'effectivement, des années Reagan avec le remake, c'est plus du tout la même chose en quelque sorte. C'est Oui, plus du tout la même chose. Bon. Et puis, je me demandais si L'Homme du Haut Château, l'adaptation télévisuelle de L'Homme du Haut Château, n'était pas en quelque sorte l'aboutissement pour notre époque de ce qu'a été V pour les années Reagan. Oui, pour un truc d'ailleurs, pour rebondir par rapport à Victor, ce que tu disais et ce que tu viens de dire, Sébastien, une chose très intéressante dans l'évolution de la franchise V, c'est justement, et c'est quelque chose qu'on a déjà évoqué pour d'autres aspects des années Reagan au cinéma et ailleurs, mais ce qui est très intéressant, c'est de voir qu'au fond, ça commence d'une manière qui est plutôt proche du nouvel Hollywood, comme tu l'as montré avec Kenneth Johnson, avec ses plans justement de la guérilla salvadorienne. On peut penser à ce que Oliver Stone faisait par rapport à El Salvador, etc. Le projet de Johnson est une sorte de projet non pas nécessairement de nouvelle Hollywood, mais en tout cas de nouvelle télé, puisque la télé a connu aussi un peu ce même mouvement, et que d'ailleurs, une des caractéristiques du nouvel Hollywood, c'est le passage de gens qui ont commencé à la télé, du type Robert Aldrich, etc., au cinéma. Donc, il y a un peu le même phénomène avec un léger décalage entre la télé et le cinéma. Et ce qui est très intéressant, c'est que dans V, on voit passer de un projet du nouvel Hollywood à un projet déjà plus reaganien qui est celui de Final Battle, avec justement ce qu'on évoquait des Wonder Kids, du côté un peu plus Spielbergien, plus film d'action aussi sur le modèle des blockbusters d'action reaganiens, et puis surtout la série de 1984 qui, elle, est totalement reaganienne. Et en fait, c'est parce que Johnson n'est même plus là. Et Johnson disparaît progressivement. Donc, on voit Johnson disparaître progressivement dans Final Battle, mais qui est encore fait par une de ses proches collaboratrices qui va être un peu partout avec lui dans Alien Nation, etc. Et en fait, Diana Frolov, elle disparaît carrément aussi de la série. Donc, ce qu'on voit, c'est progressivement comment quelque chose qui appartient un peu à l'esprit contestataire du nouvel Hollywood, comment ça devient un spectacle reaganien. Et c'est exactement la même chose qu'on voit avec Rambo, dans le sens que First Blood, on peut considérer que c'est un film pivot entre Nouvelle Hollywood en 83, et donc une sorte de fin de cycle, de chant de cygne du Nouvel Hollywood en 83, juste après Raging Bull, etc., et déjà un pivot vers le cinéma reaganien. Et la suite de Rambo, ça va être l'emblème du cinéma reaganien. Donc, ce qui est très curieux, c'est que en prenant aussi, non pas la vision de la figure comme telle, mais en prenant la figure de la chronologie, c'est aussi très intéressant de voir comment le début des années 80, c'est encore un partage des eaux entre le nouvel Hollywood et le cinéma reaganien et la télévision, et comment à partir de 84-95, surtout le deuxième mandat Reagan, on est dans la pleine époque, donc une sorte de haut-reaganianisme. Si on reprend un peu les catégories de l'histoire de l'art, on est comme dans une sorte de classicisme reaganien, si on veut. Et donc ça, c'est très intéressant de le voir à l'œuvre dans le détail, dans des choses comme V. Puis je suis sûr que si on étudiait l'évolution d'autres franchises de l'époque, on pourrait voir des choses similaires aussi. Pour rebondir un peu sur ce qu'Antonio disait, peut-être aussi quelque chose qui est lié à la figure de l'auteur, donc qui serait importante pour le nouvel Hollywood et qui, dans le cas de V avec Kenneth Johnson, est encore, à mon avis,
est très présent, c'est-à-dire une sorte de télévision d'auteur, en quelque sorte, en tout cas dans la mini-série où il scénarise, il réalise, il y a un vrai projet, il y a toutes les références littéraires qui sont derrière et desquelles il parle très volontiers. Donc vraiment quelque chose marqué par une personnalité, en fait, et quelque chose de l'ordre d'une personnalité d'artiste ou d'auteur qui, chemin faisant, disparaît petit à petit. Et donc, à la moitié du parcours, on n'y est plus, c'est-à-dire qu'il est très peu présent sur le Final Battle, et après, il disparaît complètement, et ça devient peut-être plus une série de network ou une série avec plus de, enfin, comment dire, moins typée en quelque sorte, et plus immédiate et plus marquée par des caractéristiques évidentes de soap, etc. Donc il y a peut-être quelque chose comme ça aussi. Je ne sais pas s'il y aurait d'autres séries à la même époque qui sont très marquées comme ça par une image d'auteur au début des années 80, par exemple, et qui pourraient constituer une sorte un peu pas forcément d'équivalent, mais en tout cas qu'on pourrait rapprocher du projet de V au début, quoi. Et justement, Christian, c'est une de tes spécialités, c'est l'étude, disons, de politique économique ou d'industrie, justement, culturelle. Et c'est vrai que ça a aussi cet aspect-là. Nous parlions du fait que V commence comme une œuvre relativement d'auteur, avec l'implication très forte de Kenneth Johnson dans la première mini-série qui est vraiment aux commandes du projet dans sa totalité, et comment finalement, à travers Final Battle, la deuxième mini-série, et surtout la série d'après, on tombe dans quelque chose de beaucoup plus Reaganien, mais aussi de beaucoup plus network, où justement Kenneth Johnson disparaît, et puis progressivement, les gens qui ont collaboré dans les premières idées disparaissent aussi. Donc, je pense que ça a beaucoup à voir avec l'histoire de la télévision dans ces années-là, et que beaucoup des choses qu'on évoque, et c'est ce que tu avais fait, Christian, quand tu nous parlais d'Aaron Spelling et tout ça, c'est aussi très intéressant de voir les interactions entre les auteurs, les chaînes, etc. Parce qu'un truc assez hallucinant de Kenneth Johnson, c'est qu'on le retrouve, là je cite de mémoire, mais il va faire Alien Nation, qui est aussi une série très intéressante de science-fiction des années Reagan, mais il avait aussi été dans Hulk. Donc c'est assez curieux parce que, à part les liens qu'on peut créer de manière évidente entre des thématiques, des genres, etc., entre les séries, il y a aussi ce lien qui est celui des acteurs au sens très large, à la fois auteur, scénariste, réalisateur, mais aussi producteur, l'importance des producteurs. Et Diana Froloff, qui est scénariste avec Johnson pour V Final Battle, elle va être productrice sur beaucoup de shows, et même des trucs assez hallucinants, parce que je pense qu'on la retrouve après dans Les Sopranos, etc. Donc, en fait, il y a comme une autre histoire aussi qui se crée, qui n'est pas seulement celle des genres, qui n'est pas seulement celle des thèmes, mais qui est aussi celle de ces figures qui transitent entre l'écriture, la réalisation, la production, et qui vont déterminer les mutations des différentes époques. Et à chaque fois, c'est très surprenant de voir qui est aux commandes de quelle série et quel lien ça crée avec les autres séries. Un peu dans le truc structuraliste aussi, c'est un peu la diachronie et la synchronie et les liens des uns avec les autres. Sur V, j'ai rien à dire parce que je n'ai pas travaillé dessus. J'ai rien à dire. J'adore, ça c'est un autre problème, mais je n'ai pas travaillé dessus. Après, j'ai un exemple qui me vient à l'esprit de ces phénomènes-là, justement sur Aaron Spelling, parce que je l'ai pas complètement lâché. Et pas plus tard qu'il y a 3 jours, là, je regardais l'épisode pilote de sa première série, Boxlow. C'est à la fois du Columbo. Et c'est déjà une série réganienne alors qu'on est en 72 ou un truc comme ça. Pourquoi? Parce que tout simplement, le réganien n'est pas que le fruit de son époque, c'est effectivement le fruit de ces figures-là.
Et je sais que la première, l'épisode pilote, là, commence par une starlette qu'on assassine en faisant tomber une radio dans sa baignoire. Bon, c'est Colombo dans la mesure où le décor, c'est Colombo. En plus de ça, on découvre que c'est du factice parce que c'est une scène qui est en train d'être tournée au cinéma. Puis on découvre que le factice est vrai parce qu'on l'a réellement électrocuté. Bon, on est très clairement dans des dispositifs qu'on reverra après. Alors, en l'occurrence, pour V, malheureusement, ces gens-là, je ne les connais pas. Mais puisque tu me donnes la parole, tu as la gentillesse de me donner la parole pour mon arrivée, je vais ajouter un deuxième étage ou un troisième étage à tout ça, c'est les acteurs. Parce que quand un acteur s'empare de son rôle, très vite, il devient producteur exécutif et très vite, il a son mot à dire sur l'écriture du rôle. Donc, effectivement, c'est une entreprise à plusieurs voies. En fait, l'idée qui est finalement assez douloureuse pour les auteurs à proprement parler, c'est que c'est très caractéristique de la création collective qu'est la création de fiction télévisuelle ou cinématographique, c'est que le créateur peut se trouver, à la fin, le créateur original peut se trouver complètement dépris de son histoire parce que la chaîne s'en est emparée, le programmateur, les annonceurs, les publicitaires s'en sont emparés et puis les acteurs s'en sont emparés. Et donc, effectivement, le créateur à l'ancienne, celui qui serait le plus proche d'un écrivain, hein, au fond, c'est pas toujours le personnage central. D'où aujourd'hui, de plus en plus, alors c'est particulièrement net dans le cas de Shonda Rhimes, mais d'où des gens qui, c'est pas les individus qui vont signer les choses, sont des entreprises. Et là, les droits leur appartiennent et donc ils peuvent négocier avec les networks. Sinon, tu négocies pas avec NBC. Hein. Si tu es tout seul avec ton petit jean bien propre dans le bureau du patron, tu ressembles à rien, quoi. D'ailleurs, on se demande souvent quand on travaille sur le cinéma et sur la télévision si finalement la politique des auteurs, la célèbre querelle des auteurs de cahiers du cinéma, etc., n'a pas été, bon, à la fois évidemment un infléchissement créatif très intéressant et tout ça pour concevoir un type de cinéma, mais en même temps, pour ce qui est de la culture populaire, une sorte de méprise monumentale parce que c'est une création collective à laquelle on a vraiment affaire. Et je regardais juste, je partage mon écran pour la bio de Kenneth Johnson. Donc, on a V, mais on a Bionic Woman, donc il figure comme créateur. Alien Nation, et ensuite, ça continue avec différents trucs sur Sherlock Holmes, Disneyland, donc il est même dans les Mighty Ducks. Comment? Je sais pas, il est même dans les Mighty Ducks. C'est oui, pas glorieux. Hein. Non, mais c'est assez surprenant. Et c'est Hulk, donc un truc que je ne connais pas du tout, Stop Susan Williams, Curse of Dracula. Et puis après, il est producteur sur, donc, surtout Alien Nation, Hulk, Disneyland, etc., etc. Bon, directeur par ailleurs et tout ça. Donc, c'est très intéressant parce que j'avais regardé aussi pour Diana Frolov. Et ce qui est vraiment très intéressant, c'est ce genre de rapprochement improbable quand on ne suit pas la piste d'une de ces figures-là, les rapprochements extrêmement improbables entre différents shows, non seulement à la même époque, donc pour ce qui est du reaganisme, mais qui finalement se découlent sur plusieurs décennies. Ce dont on parlera quand il s'agira de parler de l'héritage reaganien dans un sens plus ample, c'est que c'est aussi l'héritage d'équipes et l'héritage d'acteurs du système, d'héritage d'auteurs, etc. Et ça donne aussi une continuité étonnante. Je vais rebondir sur la querelle d'auteur. Après, je laisserai la parole à tout le monde parce que vous êtes plein là. Je vais rebondir sur la querelle d'auteur parce que j'ai récemment retravaillé sur un petit sujet assez méconnu, mais néanmoins intéressant, qu'est Star Wars. Et je me suis plongé dans les écrits de George Lucas, dans les témoignages de George Lucas sur la création de Star Wars. Et
tu sais, il y a toujours l'image que l'on a toujours, qu'on fait perdurer, c'est l'image d'un auteur, justement, qui fait tout pour s'emparer de son œuvre. Alors oui, certes, il fait tout pour essayer de garder les rênes. Mais lui, ce qu'il explique, c'est que il n'est pas là parce que son histoire est bonne. Il dit toute la bande qu'on était, alors il parle notamment de lui et de Coppola, pas tout à fait n'importe qui non plus, et il dit la seule raison pour laquelle on nous a fait travailler, c'est qu'ils n'avaient plus confiance en personne, plus personne voulait travailler avec eux. Il y avait des places, on les a prises. Hein. C'est-à-dire que on est l'époque en question. Alors là, en l'occurrence, on est on est au milieu des années 70, mais c'est pas totalement terminé. Ça commence à se terminer avec Reagan, mais on est dans une période de telle crise à Hollywood et dans les productions en général. Il faut voir aussi autre chose, qui est la masse soudaine de l'appel d'air que vont créer la création de chaînes, la création de nouveaux canaux. Et il faut des programmes pour remplir tout ça. Et c'est comme ça que le type, il crèvait et il se retrouve dans les Mighty Ducks, hein, je pense. Il ne l'a pas choisi, je ne pense pas. Tu vois. Mais bon, il y a une place à prendre, on la prend. C'est ce qu'on voit très bien pour le cinéma dans ce que dit Christian, c'est ce qu'on voit parfaitement, me semble-t-il, dans le livre de Peter Biskin sur le nouvel Hollywood. C'est à quel point tous ces gens-là se connaissent et puis il y a des possibilités. Les vieux sont en train de disparaître, les vieux acteurs. C'est John Wayne qui commence à faiblir pour le cinéma, puis qui disparaît ou qui peut plus tourner. Il y a de la... Voilà, non, mais oui, c'est exactement ça. Il peut plus, ouais, on est obligé de le monter à cheval. Il y a de la place pour les jeunes acteurs, réalisateurs et même des techniciens en quelque sorte. Il y a des nouveaux perchistes, etc., qui arrivent parce qu'il y a des places à prendre dans les nouvelles productions. Et on va les retrouver, ça commence dans les années 70 très probablement. Ils sont encore là dans les années Reagan et ils sont là encore pour longtemps. Clément parlait de Belisario. Belisario, avant même Magnum, c'était les têtes brûlées. Et il y a une continuation de Papy Boynton, en quelque sorte, jusqu'à Gibbs dans NCIS. C'est le même type de patron, c'est le même type d'équipe, un peu les moutons noirs, finalement, puisque c'était le titre original, les moutons noirs, que ce soit pour l'escadrille des pilotes du Pacifique ou que ce soit pour l'art qui entoure Gibbs, finalement. Au moins dans les premières saisons, le nouveau, la scientifique, le vieux doc, etc. Et on voit bien qu'il y a une filiation des années 70 jusqu'aux années 2010-2020 parce qu'ils perdurent, ces gens-là. C'est un peu comme le vieux Gide ou le vieil Hugo en littérature, c'est-à-dire c'est des gens qu'on ne perd jamais de vue donc, et qui continuent à produire. Et il faut continuer à payer ses impôts. Ça, c'est un argument qu'ils évoquent souvent. D'ailleurs, dans le livre aussi, oui. Il y a un peu de ça. Clément, je ne sais pas si tu voulais rebondir sur… Oui, je suis d'accord. Je suis d'accord avec cette affirmation, d'autant plus qu'effectivement, je n'ai même pas souvenir que NCIS soit terminé. Je crois que ça continue encore. Hein. Je Oui, sais ça plus continue. Oui. Il me semble. Je sais plus dans depuis le temps parce que il doit y avoir, il doit y avoir au moins 20 saisons maintenant. Je sais plus. Je sais plus du tout. Je googlise ça tout de suite. Oui, c'est vrai que j'aurais pu le faire aussi, en effet. Mais effectivement, ça continue, NCIS. Hein. Ça continue, il y a même des spin-offs, des séries dérivées. Il y a oui, de toute façon, tant que ça marche. Hein. Oui, bien sûr. Après, il y a quand même pour le côté paternaliste de Gibbs que j'évoquais, et donc que tu dis retrouver chez Belisario, même avant Magnum, avant NCIS. On est à 19 saisons, on en est à 415 épisodes et c'est en production. Ah bah voilà, dès que j'étais sur 20, ouais. Quelque part, ça prouve, après, bon, j'imagine qu'il y a raison d'argent, évidemment, faut pas être dupe, mais ça prouve aussi que c'est une série qui perdure avec le temps. Limite, on serait limite perdu si ça terminait abruptement. Je sais même pas s'il prévoit une fin. Enfin, toujours est-il que, justement, sur ce côté paternaliste, il y a quand même un gimmick qui existait tout au moins dans les premières saisons, donc ça fait un moment que je n'ai pas suivi les saisons actuelles, j'avoue, mais il y avait un gimmick de Gibbs que j'adorais, c'était les séquences d'ascenseur en fait, c'était sa propension à couper l'électricité de l'ascenseur en fait, pour généralement parler à ses hommes.
pour avoir une discussion littéralement à huis clos avec ces hommes, parce que pour moi, ça représente aussi le fait qu'il va suspendre le temps, il va carrément se permettre de couper l'électricité dans un bâtiment, quoi. Enfin dans un bâtiment, comment dirais-je, dans un dispositif officiel, hein. Donc, quelque part, il va se permettre de jouer même avec la technologie qui est à son service, quelque part. Je doute qu'il ait vraiment le droit techniquement de faire ce genre de choses. C'est important, un ascenseur. Mais tout à fait, mais justement, tout à fait. C'est sa façon justement de jouer avec ce qui appartient à son pays quelque part, ce que son pays lui met à disposition pour se déplacer dans ses propres locaux. Et je trouve qu'on retrouve dans ces séquences d'ascenseur ces moments intimes quelque part, ces moments d'autorité, ces moments parfois même de rapprochement. Je trouve que ça cristallise le côté paternaliste de Pietro Gibbs. Et du coup, j'aime beaucoup ces séquences d'ascenseur. Je ne sais pas s'ils les ont gardées dans la saison actuelle, mais c'était un gimmick qui me plaisait beaucoup, même quand j'étais plus jeune. Je suis tout à fait d'accord avec cette affaire-là parce que justement, c'est une des raisons pour lesquelles je parlais de Papy Boyington comme ancêtre en quelque sorte de Gibbs. Parce que ce que ne cesse de faire Papy Boyington, c'est justement de contourner la loi pour aller shipper des rations ou des munitions ou des camions ou des infirmières, d'ailleurs ça arrive aussi. Il contourne la loi comme Gibbs s'en sert pour couper l'ascenseur quand il en a besoin, et Papy Boyington ne cesse de détourner de l'essence, du kérosène, des munitions en fonction de ses besoins, jouant ainsi finalement à la fois du rôle de père qu'il est pour sa troupe, comme Gibbs joue un rôle de père pour ses hommes de la police scientifique militaire, et contourne la loi finalement pour une plus grande justice ou pour une plus grande légitimité. Et je pense qu'il y a vraiment une continuation de ce point de vue-là. Et c'est un peu ce qu'on retrouvait aussi chez Magnum. Finalement, le paternalisme était plutôt du côté d'Higgins et de ce grand absent propriétaire de tout, en quelque sorte. Mais il y avait encore cette dimension-là, et je crois que c'est une métaphore obsédante, peut-être inconsciente pour Belisario, mais qu'on trouvait dans les années 70 et qu'on trouve encore en 2021 dans la constellation NCIS. Ce qui est certain, c'est qu'il a une admiration réelle pour tout ce qui touche à l'armée, notamment pour la mise en scène des costumes. Je pense notamment à Code Quantum, justement, où on sait que Hal est un ancien amiral. Il se plaît à montrer parfois dans des épisodes clés Hal dans son costume d'apparat, dans son costume officiel. Il y a vraiment une symbolique très forte, un certain amour de la discipline et une forme de fraternité aussi, justement. Au Vietnam, on se serrait les coudes, on était tous dans la même galère, et on retrouve cette propension à la famille, au cocon familial qui frappait. Et pour Pietro Gibbs, évidemment, c'est pareil. Qu'on touche à l'un de ses soldats, à l'un de ses hommes en tout cas, il est prêt à braver la loi corps et bien. Donc... C'est ce qu'on voyait aussi dans Jag, finalement. Cette obsession de Belisario pour le monde militaire, c'était aussi au cœur de Jag. Et l'amiral, d'ailleurs, puisque tu parles d'amiral, l'amiral de Jag a aussi ce rôle finalement assez différent de Papy Boyington ou de Gibbs, bien sûr, mais quand même, même par son apparence, non seulement son uniforme, mais son visage, en quelque sorte, sa calvitie autoritaire, etc. Enfin, il y avait quelque chose qui le distinguait clairement d'Harmon Rabb d'un côté et de Mackenzie de l'autre. Et on voyait bien que c'était lui le père de l'affaire, incarné dans cet uniforme qui représente l'ensemble de l'Amérique, finalement, à travers l'image de l'armée. Sur le fait de transgresser la loi, je suis évidemment parfaitement d'accord avec l'analyse qui en est faite, mais je crois qu'on peut viser plus loin parce que ce n'est pas spécifique à Belisario. Il y a aussi une idée qui parcourt l'Amérique et qui, pour le coup, va bien dans le sens de ce que disait tout de suite Sébastien sur le côté paternel. C'est qu'au fond, le sauvetage de la famille, c'est la racine même de la culture américaine et c'est au-dessus de la loi. À bien des égards, tout le côté proprement procédural, alors qui devient
effectivement l'objet central dans les séries qui y sont dédiées, mais toute la dimension procédurale du métier d'enquêteur, c'est quelque chose qui les entrave. Et le vrai héros, eh bien, il dépasse tout ça. Et effectivement, il sauve ses hommes, il sauve sa famille. Ça, c'est vraiment le côté cow-boy à proprement parler. Hein. Du moment que je suis dans le bien, c'est d'ailleurs un des problèmes, hein, je pense, de l'Amérique qui a tendance un peu à ça, mais du moment que je suis dans le bien, je peux tout me permettre, quoi. Oui. Bah, d'ailleurs, on parlait de Colombo tout à l'heure. Je trouve que Colombo est un transgresseur. Oui. Il est en permanence en train d'être sur des lieux où il ne doit pas être. Et on sent vraiment que justement, cette fonction d'enquêteur, à certains moments, l'enquiquine plus qu'autre chose. Et il va se permettre de transgresser les codes attendus. Et il est même encouragé par ses supérieurs à le faire, même si on ne les voit jamais véritablement ou rarement. Mais on sait qu'il a l'appui, il a l'air d'être quasiment intouchable, Colombo. On sait qu'il a l'appui d'à peu près tout le monde à chaque fois qu'il est proche de ferrer un suspect. Et je crois que c'était Antonio qui en parlait d'ailleurs dans l'étude, dans le genre des études consacrées à Colombo. Même dans le méta, Peter Falk avec son personnage nous emmène, nous le public, les spectateurs, dans des lieux où nous ne sommes pas censés rentrer justement. Et c'est ça que je trouve magnifique avec ce personnage. Et juste une dernière chose, je rebondis sur NCIS. Le côté paternaliste, je trouve qu'on le voit énormément dans la relation entre Gibbs et Abby. Il faut savoir que j'étais amoureux du personnage d'Abby quand j'étais petit, quand j'étais plus jeune, parce que j'étais adolescent au moment des premières saisons de NCIS, et j'étais fou amoureux de Polly Perrette, qui, pour l'anecdote, a vraiment la formation pour exercer le rôle qu'elle exerce dans la série. Mais il y a vraiment ce côté petite fille un petit peu qui va être parfois attendrissante auprès de la figure d'autorité et du caractère parfois très ours mal léché quand même de Gibbs, me semble-t-il. Même dans Law and Order, généralement, quand on a deux enquêteurs, il y en a un qui est là pour rappeler l'autre aux règles, mais c'est celui qui transgresse qui permet de faire avancer l'enquête, presque systématiquement. Oui, complètement. J'avais deux petites. C'est Clément qui m'y a fait penser. C'est vrai pour Abby, c'est même vrai pour Dinozzo, puisqu'il y a plus tardivement dans ce sort, Dinozzo retrouve son père, qui est un vieillard qui finalement a du mal à se faire au vieillissement. Et c'est Gibbs qui, en quelque sorte, Dinozzo, en lui donnant des conseils pour s'occuper de son père, non pas symbolique, qu'il est, lui, Gibbs, mais de son père réel, qui est apparu dans la série, et qui d'ailleurs est joué par celui qui jouait dans L'amour du risque, dont on avait parlé lors de la session précédente. C'est vraiment intéressant, cette affaire de famille, parce que c'est comme ça que c'est présenté très souvent. Je pense même dans des séries transgressives. Je pense à Banshee, c'est des séries beaucoup plus récentes que les années Reagan, mais c'est exactement ce qui se passe. Dans The Wire, sur écoute, c'est exactement la même chose aussi. Le petit groupe de policiers fait famille, contourne la loi et place sur écoute des gens qu'ils n'ont absolument pas à écouter, etc. Et peu importe. Ce qui compte simplement, c'est l'efficacité, non seulement la loi, mais leur unité en quelque sorte, et l'incarnation du bien qu'ils sont. Il y a simplement une série qui pose problème, à mon avis, de ce point de vue-là, c'est The Shield, parce que le petit groupe de policiers, la petite famille de ce groupe de policiers, elle est corrompue et elle est criminelle, puisque la série commence par le meurtre d'un policier par ces policiers eux-mêmes. Ils sont allés trop loin, en quelque sorte, et même si on les aime bien, ces policiers-là, il y a quelque chose qui gêne. Non seulement le public américain, mais je pense nous aussi, parce qu'on est américanisé en quelque sorte, pour que ça nous gêne. Il y a un aspect qu'il faut pas occulter, à mon avis, qui est tout simplement la culture de l'enquêteur secret en Amérique, qui remonte, alors là, je n'hésiterai pas à remonter carrément au McCarthyisme, c'est-à-dire que
véritablement, effectivement, l'essentiel est d'être efficace. Et puis, évidemment, le nombre d'agents secrets. Alors là, il y en a encore pendant les années Reagan, mais bon, la grande période, c'est évidemment les années 60-70. Mais le nombre d'agents secrets, de personnages qui sont interlopes, hein, qui sont essentiels. Parce que s'ils ne sont pas là, le monde s'écroule. Hein. C'est eux qui font des choses comme avec David McCallum et Uncle, voilà, c'est ça. Je veux dire, on voit bien, c'est-à-dire comment une agence secrète qui a à peu près tous les droits est la seule à pouvoir maintenir l'équilibre du monde. C'était très vrai aussi dans les séries comme les Thunderbirds. Les Thunderbirds qui fonctionnent à proprement parler comme des anges gardiens du monde. Là, je sais que dans mon bouquin, je fais un chapitre que j'ai appelé Angélologie de la. Alors, c'est un terme très technique, l'angélologie, c'est l'étude des anges. Hein, angélologie de la guerre froide. Ben, je veux dire, le monde a besoin de ces anges gardiens-là qui sont tout simplement totalement dans le secret, totalement hors de tout contrôle, mais ils sont l'incarnation du bien et donc ils peuvent absolument tout se permettre puisqu'ils se le permettent au nom de la défense de la famille. Mais en Amérique, j'ai l'impression, enfin là pour le coup, je ne connais pas je connais pas assez bien pour le dire, mais j'ai l'impression que dès lors que tu as un groupe, c'est une famille, quoi. C'est vraiment le modèle de base. Mais ça remonte aux pionniers, hein, ça remonte vraiment aux fondateurs et tout ça. Et ces anges-là qui sont moqués dans Team America World Police, justement. D'où le recours aux marionnettes, etc. Enfin, c'est même pas tout à fait des marionnettes d'ailleurs. C'est ce procédé dont j'ai oublié le nom, c'est des marionnettes, mais qui sont à mi-chemin de l'animation et de la marionnette, marionnisation. Animatronique, non? Oui, ça a servi de modèle pour Team America précisément, de Trey Parker notamment, qui se moque de ces anges gardiens devenus maintenant ridicules. Ouais. Et qui s'attaque justement à ce noyau familial du petit groupe dont tu parles, Christian. C'est à la fois très drôle et assez triste que ce Team America qui s'en prend justement de plus réglé et de plus assuré auparavant. C'est à la fois extrêmement drôle parce qu'ils sont ridicules et parfaitement risibles, mais ça a un côté un peu triste et presque nostalgique d'une époque où il y avait encore la possibilité d'un groupe représentant et incarnant le bien devant le mal, en quelque sorte. Voilà. Je crois qu'on voit bien aussi ce que dit Christian, mais je crois, Christian, que tu n'aimes pas cette série. Je ne sais plus si on n'en avait pas parlé, mais peut-être que je confonds. C'est The Americans. Tu sais, cette série. Ah oui, elle m'a ennuyé. C'est ça, je crois que tu m'avais dit. Il me semble que tu m'avais dit que voilà, ça m'a fait chier. Ouais, voilà, c'est ça. Mais à la limite, peu importe, parce qu'on voit quand même bien cette affaire-là, justement, parce que les espions soviétiques comme les contre-espions américains, ce qu'on voit, c'est pas seulement leurs histoires d'espionnage, ce qu'on voit, c'est leur famille. C'est-à-dire la façon dont, pour le couple soviétique, peu à peu, font leur propre fille dans le système d'espionnage, la façon dont le voisin d'en face, qui lui travaille au FBI, a justement une vie de famille aussi, et tout ce qui rapproche finalement ces espions ennemis, c'est la question de la famille. Et c'est pour ça que cette série-là m'intéresse aussi. Cela dit, c'est vrai que ça tourne un peu en longueur. Non, mais il faut être honnête. Mais je l'aime bien quand même parce qu'il y a une sorte on revoit, si j'ose dire, les années 80. Non, mais c'est plutôt pour ça. Dès lors qu'on a un angle analytique, c'est bon. Hein. Victor, je ne sais pas si tu as vu le deuxième Red Dawn, c'est-à-dire celui qui est de 2012. Non. Non, je ne l'ai pas vu. Là, j'ai revu l'original, mais celui de 2012, non, je ne l'ai jamais vu. Je te le conseille à l'occasion si tu peux, parce que c'est toi qui m'y as fait penser. Parce que effectivement, dans le Reaganien, dans celui des années 80, on ne peut pas être un Américain et un traître. Tandis qu'en 2012, c'est devenu possible. Et c'est même un rebondissement important dans le film.
qui portent le même titre, qui racontent la même histoire, à part que c'est plus les Soviétiques et les Cubains qui débarquent, qui débarquent en parachute comme dans les années 80, et que curieusement, ce sont à la fois les Russes et les Chinois. On ne sait pas pourquoi il y a une alliance des Russes et des Chinois, et c'est eux qui débarquent. Non, c'est très improbable. L'alliance de la Russie de Poutine avec la Chine de 2012 est très improbable, mais enfin, ça fonctionne. Et là, des Américains sont des traîtres qui se rapprochent finalement des troupes, non plus soviétiques, mais russes, voire des troupes chinoises qui font preuve d'une infinie cruauté. Et ça sert de rebondissement à l'intérieur même du récit. Et je pense que c'est intéressant de voir, en même pas 30 ans, comment l'Amérique se pense différemment. L'Amérique de Reagan peut être un Américain traître. En revanche, l'Amérique post-bushienne peut imaginer qu'il y a des traîtres, qu'il y a des Américains qui sont des pleutres, des couards et qui sont prêts à se vendre. C'est pour ça, comme tu en as parlé, j'y ai pensé et je me suis dit, finalement, c'est peut-être même pas 84, c'est 82, non, peut-être, je ne sais plus, le premier. De Red Dawn? Ouais. Je crois que c'est 84, hein, j'avais dû vérifier. Ouais, non, mais je ne sais plus justement. Mais en tout cas, c'est à 30 ans d'intervalle, il y a beaucoup de choses qui se sont passées. Et je pense que c'était vraiment intéressant que tu racontes cette histoire de l'impossibilité du traître, même si dans V, justement, comme tu l'as montré, il y en a quelques-uns, il y a des collaborateurs en quelque sorte. On est revenu en 2012 à la situation initiale. Dans le film, enfin dans Red Dawn, vraiment, enfin je l'ai revu là il y a quelques jours, c'est inconcevable, quoi. C'est-à-dire que même à partir du moment où on a compris la logique que suit l'intrigue du film et les types de personnages qui sont mis en scène, on comprend très vite que la simple possibilité d'une collaboration est exclue, quoi. C'est-à-dire c'est vraiment enfin, ça rejoint d'ailleurs un peu ce que vous disiez sur la famille, quoi. C'est-à-dire que on suit ce groupe d'adolescents ou de jeunes adultes où à un moment ils vont voir le père qui est en camp de concentration et qui hurle vengez-moi, vengez-moi. Enfin là on comprend évidemment que l'idée même d'une collaboration potentielle, c'est inconcevable dans le film, quoi. C'est totalement inconcevable. Oui, il n'y a même pas la question que tu citais, tu sais, qu'aurais-je fait si? Dans Red Dawn, c'est même pas que ferais-je si. D'ailleurs, un truc très particulier de Red Dawn et tout ça, c'est que ça s'inscrit dans un autre cycle que j'avais un peu regardé à un moment donné, qui est complètement fou. C'est le cycle qui commence en littérature, en paralittérature, ce qu'on appelait jadis la paralittérature, mais c'est le cycle du survivalisme. Et c'est hallucinant la quantité, mais vraiment une quantité industrielle, et qui sont des relatifs best-sellers, mais c'est des best-sellers de niche, c'est vraiment la littérature hyper masculine et tout ça. Et c'est fou, donc des séries qui ont été un peu traduites en France par SAS, par Gérard de Villiers, enfin sous l'égide des publications de Gérard de Villiers, mais où il y a vraiment une quantité ahurissante de volumes, de séries de 300, 400, 500 romans, avec quantité de figures qui déclinent tout le fantasme, soit d'une invasion communiste des États-Unis, soit de tout autre contexte de survivalisme. Et c'est très curieux parce que ça finit aussi par créer sa propre culture survivaliste. Comme vous le savez, aux États-Unis, en Amérique du Nord, c'est extrêmement fort. Et c'est aussi quelque chose qui accompagne les années Reagan, qui a d'ailleurs été mis en relation avec le traumatisme de Vietnam et tout ça par ceux qui s'y sont intéressés. Mais ce qui est très curieux, c'est qu'il y a vraiment des séries culturelles à plusieurs titres. Et c'est vrai qu'à chaque fois, c'est le caractère très industriel qui nous dépasse en tant que chercheurs, parce qu'à chaque fois, voilà, c'est des immenses corpus, que ce soit en termes de nombre d'épisodes de séries, que ce soit en termes de volume de comic book, que ce soit en termes de volume de cette littérature-là. Alors bon, on essaye de prendre un peu les pointes des icebergs, mais ce qui est assez incroyable, c'est de voir l'effet que ça a, et que ce n'est pas juste un film comme Red Dawn, mais qu'autour de Red Dawn, il y a comme toute une variété. Et d'ailleurs, c'était très intéressant le parallélisme que tu créais avec V. Et justement, je pense qu'un des aspects de la Reaganisation de V, c'est justement que ça se rapproche plus de Red Dawn au fur et à mesure, et que justement, tout ce qui était subversif. Tu parlais d'ailleurs à un moment, ça me revient, des minorités, mais les minorités disparaissent complètement par la suite. C'est incroyable. C'est vraiment un truc de Kenneth Johnson qui a voulu vraiment mettre l'emphase là-dessus. Et c'est justement tout ce qui est progressivement effacé. De la même manière que tout ce qui était discordant
subversif dans First Blood disparaît dans les Rambo par la suite, en fait. Ce n'est plus la même figure du vétéran, en fait. Ouais, mais sur les minorités, c'est tout à fait ça, hein. Par exemple, le personnage du Mexicain Sancho, qui est, enfin, à mon sens, extrêmement important dans la première mini-série, dans la deuxième, donc Final Battle, il est totalement mis au second plan, il apparaît pratiquement plus. Des fois, on le voit encore, mais vraiment, vraiment, même littéralement à l'arrière-plan, et l'acteur a changé, en fait. Enfin, j'ai pas vérifié, mais j'en suis quasi sûr. C'est-à-dire que c'est même plus le même acteur qui interprète le personnage, il est mis totalement au second plan, comme si finalement il avait aucun intérêt et qu'il faisait partie de ces personnages de la première série qu'on n'avait même pas besoin de faire refigurer dans la suite, quoi. Donc c'est vrai que ça disparaît complètement, et tout ce discours qu'on trouve dans vraiment les 2 premiers épisodes qui sont de ce point de vue très très intéressant, ouais, ça disparaît complètement dans la suite, c'est noyé dans le côté soap ou le côté un peu space opéra qu'on trouve à la fin de la deuxième série, quoi. Ce qui reste d'un Rambo à un autre, Antonio, j'y pense. Quand même, ce qui reste d'un Rambo à un autre, c'est justement l'arrière-plan survivaliste. Parce que dans le premier, il y a la survie dans les Rocheuses, lorsqu'il est poursuivi par la police, précisément. Dans le deuxième, il y a la survie dans la jungle. Dans la troisième, il y a la survie lorsqu'il est immergé avec les Moudjahidines afghans. Et même dans John Rambo, il y a la question de la survie. Lui seul sait comment survivre dans un monde hostile lorsqu'il accompagne les humanitaires. Et même dans le Rambo, le dernier Rambo, le 5, si j'ose dire, qui moi m'a déplu parce que je pensais que ça serait fini avec John Rambo, puis retourner chez lui dans le rang paternel, c'était une belle histoire. Mais même dans le 5, finalement, la dimension de la survie au sens propre du terme, elle est là. Il a construit des abris souterrains, c'est-à-dire ceux qui fait sauter à la fin. Il a construit des abris souterrains, il a fait des conserves de munitions, de nourriture et d'eau, etc. L'imaginaire survivaliste, il assure c'est le couteau de survie aussi de Rambo, en quelque sorte. Il assure le lien d'un épisode à un autre. Je dis d'un épisode parce que moi j'ai toujours considéré, mais on en avait parlé, Antonio, naguère, je considère Rambo comme une série, pas télévisuelle, mais plus comme une série que comme un ensemble de films cinématographiques, en quelque sorte. Et je crois que cet esprit survivaliste-là, dans les séries reaganiennes, c'est ce qu'on trouve aussi dans l'agence Tourisque. C'est leur goût pour le bricolage. C'est ce qu'on retrouvera aussi chez MacGyver. Parce que le survivaliste n'est pas simplement celui qui fait des réserves de nourriture en cas de problème. C'est celui qui est capable de réparer des tronçonneuses, de réparer des voitures, de bricoler des abris, etc. Et c'est la filiation aussi de l'agence Tourisque pleinement Reagan, avec MacGyver qui est ultérieur. Oui, et Juliette, tu avais travaillé justement sur Simon Winchester comme héritage du Reaganisme, dans un contexte, somme toute, d'héritage aussi des figures des séries de l'imaginaire reaganien. Je ne sais pas si tu voulais ajouter quelque chose à ça aussi, parce que tu étais celle qui avait travaillé sur ça dans la première journée d'études, et alors qu'on était plus resté à l'ombre du fantastique. Ouais, bah là, on est un peu en décalage du coup, parce que dans Supernatural, on est vraiment un peu on n'est pas vraiment dans le monstre reptilien, on est vraiment dans les classiques des légendes urbaines américaines. Donc, on n'a pas trop, on n'a pas trop ces aspects-là, mais c'est vrai que dans l'imaginaire, en fait, dans tout ce qui est l'environnement fictionnel, on peut le retrouver par exemple dans Code Quantum. C'est vrai qu'il y a des personnages qui font penser notamment à Hal dans Code Quantum. Bobby Singer, ça pourrait être le Hal de Dean et Sam. Enfin, il y a des choses. Enfin, de toute façon, dans Supernatural, il y a énormément de reprises de beaucoup de séries reaganiennes par des petits personnages, par des petits éléments, mais du coup par des personnages et beaucoup moins par cet imaginaire reptilien. Oui, oui, c'est aussi parce que bon, ça s'est donné qu'on a focalisé un peu sur ça. Hélène Després va nous parler de Star Trek, donc le grand retour dans les années 80 de Star Trek lors d'une autre journée d'études. Et là, c'est un autre imaginaire aussi qui va être invoqué. C'est sûr que juste même ne prenant que les séries des années Reagan, il y a tellement de... On avait fait un peu le catalogue avec Sébastien pour l'appel à communication, et c'est vrai que c'est incroyable la quantité de variations autour
autour de ces figures qui peut y avoir à cette époque-là. Et c'est vrai qu'on connaît beaucoup cette période pour la science-fiction et la fantasy au cinéma, et on oublie un peu, comme tu disais Clément aussi, même par rapport à Quantum Leap, etc. Il y a quand même beaucoup de grandes figures de ces années dans la télé qui sont un peu, qui ont chacune leur fan et leur fandom, mais qui en dehors du fandom n'ont pas créé cette sorte de mémoire collective pop comme il peut y avoir pour les films de Spielberg et autres. Et les liens sont intéressants, et d'ailleurs, ce serait intéressant à continuer à les explorer. Il y a Alf quand même. L'irruption de l'extraterrestre sur un mode comique et plus du tout sur un mode géopolitique ou idéologico-politique comme dans V, etc. Mais il y a quand même Alf qui vient perturber la vie de la famille. On en revient à la famille qui vient perturber la vie de la famille et aussi de la famille vis-à-vis de ses voisins, et puis qui vient perturber tout le quartier, puisque Alf, c'est aussi l'extraterrestre qui commande des pizzas, qui non seulement veut manger des chats, mais commande des pizzas en se faisant passer pour un autre, etc. Donc non, mais c'est quand même aussi c'est une perturbation traitée certes sur une question fantaisiste par l'extraterrestre du monde ordonné de la belle et bonne banlieue de la classe moyenne reaganienne, celle qui a fait élire Reagan finalement, et qui se trouve perturbée par ce Gordon Shumway là, qui téléphone pour commander des pizzas et qui fait des clins d'œil à aux voisins d'en face, etc. Il y a une dialectique intéressante, j'imagine que ça a déjà été étudié, moi je ne me suis pas penché sur ça, mais Alf et été, je veux dire, quel est le lien? Est-ce que Alf est un anti-été? Est-ce que Alf est ce que été serait revenu s'il n'avait jamais rejoint sa maison? Non, mais je pense que c'est ça. Je pense que c'est ça. Ils sont tous les deux des figures d'enfants en plus au sein de la famille. C'est-à-dire que E.T. Se comporte absolument comme une sorte d'Eliot qui n'aurait pas du tout de surmoi. C'est-à-dire, non, mais il a envie de boire de la bière, il rote de la bière, etc. Mais il est une sorte de nouvel enfant dans la famille, comme Alf est un nouvel enfant dans la famille. Alors évidemment, pour E.T., c'est traité sur un mode plus politique, tandis que Alf, c'est sur un mode, disons, scatologique. Bon, mais finalement, c'est quand même la même histoire. Alf, c'est un E.T. qui reste là, qui ne retourne pas pour la planète Melmac. C'est un E.T. dont on n'arrive pas à se débarrasser, en quelque sorte. C'est aussi un E.T. qui, dans l'apparence corporelle, est plus enfantin. Il est en peluche et il n'a pas cette peau humide et visqueuse qu'avait E.T., par exemple. C'est un E.T. plus sympathique, plus familial, encore une fois. C'est-à-dire que même les petits-enfants aiment. Oui, et c'est les parallélismes. Je pense que c'est une des choses intéressantes parce qu'on a fait le dossier cinéma riganien donc, que tu diriges, donc Sébastien, et puis les journées de télé. Et en fait, les va-et-vient entre les deux sont extrêmement intéressants. Et c'est vrai qu'autant on a travaillé beaucoup en général sur le cinéma de ces années-là, autant le lien avec la télévision a été très souvent, pratiquement ignoré en fait. Et ça reste un nouveau chapitre à faire. Pour revenir au survivalisme, le terme, sauf erreur, en tout cas il s'en vante, apparaît chez Kurt Saxon en 1975. Penseur d'extrême droite, extrêmement sympathique. Le gars, voilà, bon, tu as envie de tout sauf de boire une bière avec lui, mais c'est lui qui se vante d'avoir inventé le terme de survivaliste dans un roman qui s'appelle The Survivor, tout simplement. Mais à l'époque, après, il va faire des manuels pour apprendre la survie. C'est comme ça qu'il va gagner de l'argent. Mais on voit bien comment c'est le produit de deux choses. C'est d'une part le produit de la crise pétrolière, évidemment le produit de la crise de Nixon, du Watergate. C'est que d'un coup, l'Amérique n'a plus aucune confiance. Alors déjà que fondamentalement le pouvoir fédéral c'est pas terrible, mais là c'est fini. Et c'est en même temps que tu vois apparaître, tu as une vague d'horreur en même temps, c'est notamment le moment où émerge Stephen King. Et effectivement, ça va se cristalliser dans les années 80 parce que les phénomènes culturels, tu les vois apparaître. Et puis, le moment où ils donnent leur pleine mesure,
généralement quand même quelques années plus tard. Et ça va complètement exploser avec Mad Max, avec ce genre de choses. Et là, on est dans les années 80. Mais véritablement, c'est l'impression que ça me donne, moi, c'est le fait que l'Occident s'est pris dans la gueule. À la fois, c'est un bon moment, puisque la guerre du Vietnam est finie. Bon. Mais la guerre du Vietnam étant finie, on se retrouve avec le Watergate, avec l'attentat contre les sportifs américains, enfin les sportifs israéliens à Munich, et avec le pétrole qui grimpe, quoi. Bon, il faut voir la courbe. La seule chose à laquelle on puisse comparer la courbe des cours du pétrole dans la deuxième moitié des années 70, c'est la courbe des naissances au moment du baby-boom. Hein. C'est bon. Et je crois qu'il y a une véritable perte de confiance. Et cette notion de survivre, là encore, je vous fais part du travail en cours, mais un autre chapitre que j'ai intitulé « Endurer et survivre », dans lequel je pars de Rocky, et je passe par Carrie et par The Omen ou des choses comme ça. C'est-à-dire que d'un coup apparaissent des dangers qui étaient inimaginables et ça, qui menacent réellement il n'y a plus d'équilibre. Voilà, les gens sont hors de contrôle. Carrie, c'est d'abord quelqu'un de hors de contrôle, en tout cas dans le film. C'est très étrange d'ailleurs l'adaptation parce que Brian De Palma en fait une fille qui d'un coup se lâche et ne contrôle plus rien, alors que Stephen King en fait quelqu'un qui s'entraîne à avoir les pouvoirs. Donc c'est très différent. Mais toujours est-il que moi ce que je vois véritablement, c'est que Reagan est le produit de cette crise de la confiance. C'est-à-dire que le pouvoir fédéral ne pouvant plus jouer son rôle, eh bien, on va le faire disparaître. C'est la base du libéralisme réganien. Et d'une certaine manière, c'est l'interprétation politique d'une crise morale liée aux conditions économiques, à la montée du Moyen-Orient et au terrorisme. On est totalement centré sur Daesh aujourd'hui. Bon, on a oublié ce qu'était le terrorisme palestinien. C'était certes des terroristes avec lesquels on pouvait discuter, mais enfin bon, fallait quand même quelques sauts de sang avant de commencer à discuter, quoi. Oui, et d'ailleurs, ça rejoint un des thèmes qu'on a évoqué déjà aussi au fil de la discussion, qui est le fait du pré-réganisme, c'est-à-dire tout ce courant qui passe par Death Wish, par l'inspecteur Harry. Donc, tout ce courant qui, dans les années 70, est en fait en train de préfigurer le cinéma des années 80 et les problématiques des années 80. Et donc, c'est ce qui fait qu'à la fois, il y a un pré, il y a le réganisme et il y a le post-réganisme. Et ce qui est souvent, quand on étudie les années 70, c'est d'ailleurs une décennie que je trouve est comparativement peu étudiée comparée aux années 60 et aux années 80. Pourtant, elle est tout à fait fascinante. Elle est sinistre. Hein. Oui. Moi, je sais que je suis en train de terminer avec les années 70. Ça commence mal et ça finit pire, quoi. Hein, c'est vraiment... on ne croirait pas hein, comme ça, parce que spontanément, on dirait les petites fleurs, les petits oiseaux. Oui, non, pas du tout. C'est une année de crise d'inflation. Oui, puis d'un grand assombrissement de la culture pop, parce que c'est les années de Texas Chainsaw Massacre, les vidéo nasties, tous les trucs assez terribles. Donc, c'est vraiment des décennies très dures un peu partout, les années de plan en Italie, etc. Enfin bon, vraiment beaucoup de... C'est le passage aussi, c'est la bascule des hippies aux sectes sataniques aussi, finalement. C'est la famille de Manson. On voit bien dans l'imaginaire. Mais oui. Manson, ça ouvre la décennie. Hein, c'est simple. Ça l'ouvre. Ouais, c'est une dégradation de cette espèce d'idéal du flower power qui devient complètement autre chose.
Oui, qui d'ailleurs, devient criminel, sanglant. Le psycho d'inspecteur Harry, c'est tout à fait ça. Ouais. Il a d'ailleurs la boucle de ceinture du signe Peace and Love. Moi, je crois qu'on peut dire, j'hésiterai pas à l'affirmer, que dans les années 68, dans les années 60, mais bon, évidemment, pas par hasard que je dis 68, mais dans les années 60, il y a une révolte contre la société de consommation, mais il y a une utopie. Alors que dans les années 70, l'utopie disparaît. Il n'y a plus d'utopie. Et donc, et ça part en live. Donc, la seule solution, c'est d'endurer et de survivre. C'est celui qui gagne, c'est celui qui reste jusqu'au bout, quoi. Enfin, et ça c'est vraiment Et puis, ce monde aussi qui est un monde qui devient de plus en plus complexe parce que une chose qu'on n'a pas, une chose qu'on mesure pas toujours, c'est la révolution que va produire l'arrivée sur le marché des jouets électroniques et des tout premiers ordinateurs. Des choses auxquelles personne ne comprend rien. Bon, y a des jeux, même les jeux, un truc très con, le Uno. Le Uno, il va s'imposer en 80. Le Uno, il y a je ne sais pas combien de règles possibles. C'est-à-dire que quand tu joues à la belote, allez, tu as 3-4 règles. Quand tu joues aux échecs, tu n'en as qu'une. Hein. Et là, d'un coup, bah, c'est pas grave, on joue avec les règles qu'on veut. Parce que justement, il n'y a plus de loi, il n'y a plus de. Et c'est assez. Et pareil pour Mastermind, par exemple. C'est-à-dire que d'un coup, le monde, plus il se complexifie, moins il est régulé et moins il est régulable. Et ces règles échappent complètement aux citoyens. Donc, il ne reste plus que ces points pour survivre. D'ailleurs, l'arrivée de l'informatique à l'intérieur de la sphère familiale, ça a donné naissance à des fictions reaganiennes. Parce que dans les séries télévisées, c'est les petits génies, et au cinéma, c'est Wargame. Wargame. Et à chaque fois, que ça soit pour Wargame ou que ça soit pour les petits génies, c'est une série dont on ne se souvient plus beaucoup, ça, mais qui était quand même importante, puisqu'ils pirataient non, mais comme des serveurs gouvernementaux, etc. Alors évidemment, c'était un truc pour enfants, un peu comme les Goonies et tout ce qu'on veut, il y avait cette tradition-là. Mais quand même, c'était toujours des sortes de catastrophes possibles. Pas thermonucléaires comme dans Wargame, mais c'était quand même quelque chose qui était proche de ça. Et d'ailleurs, là, pour les acteurs, c'était des acteurs qu'on avait connus plus jeunes encore, dans La Petite Maison dans la Prairie, par exemple, et qu'on retrouve dans Jag. Qu'on retrouve plus vieux et gros dans Jag, c'est la Burto, etc., c'est le même. Même les acteurs, en quelque sorte, évoluent. Christian, j'avais une question, mais là, c'est une pure question qui n'a pas vraiment de rapport avec les séries riganiennes. Mais quand même, c'est parce que tu as parlé de survivalisme. Non, mais c'est parce que tu as parlé de survivalisme. Alors, je me demandais s'il n'y a pas en plus, hein, mais je peux me tromper, je ne sais pas trop, justement, parce que je ne suis pas du tout spécialiste de la question, mais je me demandais s'il n'y avait pas en plus l'espèce d'espérance qu'on puisse se retirer d'un monde extrêmement inquiétant. C'est-à-dire que finalement, vivre tranquille dans sa maison de rondin. La Petite Maison dans la Prairie est exactement contemporaine de toutes ces horreurs. Hein. Mais c'est nostalgique. Ça s'inscrit ça s'inscrit dans tout ce mouvement où on va constituer un passé enchanté. Alors, ça va être American Graffiti, ça va être La Petite Maison dans la Prairie. Bon, voilà. L'impression que ça me donne, c'est que du moment qu'on reste dans le présent, ça tourne mal. Il faut l'évasion, elle est historique, mais c'est simple. En fait, il y a un phénomène tout bête. Hein. C'est en 79 que pour la première fois à l'ONU, un type va dire qu'on a vécu les 30 Glorieuses. Bon. Donc, je veux dire, toutes les années 70, c'est le deuil des 30 Glorieuses, jusqu'au moment où, en quelque sorte, on donne un nom au cadavre. Mais voilà, il a fallu, l'angoisse est montée progressivement, et elle est tout à fait montée dans les années 70, beaucoup plus que dans les années 60, où là, au contraire, on est beaucoup plus dans l'euphorie. Et
Reagan, au fond, il est le produit de cette angoisse fondamentale. Finalement, le libéralisme économique n'est rien d'autre que la formulation de l'angoisse dans le fait qu'on ne peut pas faire confiance à l'État pour s'en sortir. Alors, en France, c'est très amusant parce qu'en Amérique, on peut plus faire confiance à l'État, donc on fait disparaître l'État. En France, on ne peut plus faire confiance à l'État, donc on va mettre plus d'État avec Mitterrand. Mais c'est parce que nous, on a confiance. Nous on y croit. Les énarques, on y croit, quoi. Bon, et pas eux. Et oui, c'est vrai que on est. Je pense que tout ce qui est escapisme est plutôt escapisme historique, et d'ailleurs on va le voir dans les années 80 avec Retour vers le futur. Ça expliquerait d'ailleurs aussi, ça expliquerait le regard, le survivalisme aujourd'hui. Ça fait quelques années, c'est pas le coronavirus qui a déclenché ça, ça fait quelques années qu'on voit ça dans la littérature pour jeunes adultes, de type la 5e vague, etc. Puis ça culmine. Ça prend ensuite dans les adaptations de ces romans-là au cinéma, puis ça contamine, ou ça, je sais pas, contamine, c'est un peu étrange ce terme-là dans ce contexte, ça gagne progressivement aussi les romans graphiques et ce genre de choses. Je pense à Dans la forêt, par exemple, le passage du roman au roman graphique, avec cette obsession de vivre finalement, qu'on vit à un temps complètement dégradé, extrêmement anxiogène et inquiétant, ce dont tu parles, Christian, et puis d'un autre côté, le retour à la nature qui serait finalement une façon d'être tranquille. Sauf qu'aujourd'hui, c'est quasiment plus possible puisque la nature, il n'y en a plus, quoi. Voilà, c'est ça. Bah oui, c'est ça. Alors, sauf que en Amérique, il y en a encore un peu. Enfin, ils arrivent encore à préserver quelques espaces extérieurs. Oui, moi, je n'ai pas les dates de tout ce que vous citez, mais est-ce que ça n'a pas été réactivé avec le 11 septembre, justement, avec la peur urbaine des grands bâtiments qui s'effondrent et du coup, retour à la nature où... Je n'ai pas les dates de toutes les fictions que vous citez, mais j'ai l'impression que ça a quand même été beaucoup revisité et réactualisé après le 11 septembre, toutes ces fictions survivalistes. Vous dites une chose très juste et qui, pour le coup, donne une piste pour autre chose. C'est que moi, je me pose une question. C'est à quel moment est-ce qu'on commence à réécrire des séries? Parce que les séries qui durent, c'est une chose. Puis après, il va y avoir les séries qu'on réécrit. Bon. Alors, je ne sais pas, je n'ai pas la réponse, mais à coup sûr, le 11 septembre, une rupture extrêmement forte. Hein. D'ailleurs, il y a ce phénomène étrange dont on ne se rend pas tellement... qui est de voir à quel point les décennies commencent souvent par des catastrophes, ou plutôt une catastrophe va servir de prétexte pour le sida dans les années 80, bien évidemment, parce que ça, on n'en parle pas, mais on n'en parle pas sur Reagan, mais bien évidemment que l'épidémie de sida, c'est quelque chose de massif dans toute cette période. Le 11 septembre va réactiver effectivement tout ce qui, dans les années 80, était Mad Max ou des choses comme ça. On va continuer il y a... moi, c'est pas ça que je pensais. Je pensais tout à l'heure à me dire que pour comprendre la réaction anti-vax ou tout ça au moment du coronavirus, il faut passer par des fictions comme The Maze Runner, Le Labyrinthe, où on voit bien comment l'idée c'est que l'État va nous contaminer. Donc ou La Planète des Singes d'ailleurs, hein, la dernière version de La Planète des Singes, ou I Am Legend, la réécriture de I Am Legend, où tout commence parce qu'on a le remède contre le cancer. Je n'ai pas la réponse précise, hein, Juliette, sur le 11 septembre, mais il va de soi que ça crée des effets à tout coup cataclysmiques. Donc là, pour le coup, pour de vrai, parce que... et là, on le voit bien dans les séries de l'époque, ça a vraiment marqué individuellement les gens. Enfin, de toute façon, on ne tue pas plusieurs milliers de personnes d'un coup sans qu'il y ait beaucoup de familles touchées. En plus, j'ai appris récemment que le 11 septembre 2001, il y avait un monsieur qui avait rendez-vous au World Trade Center à 7 h du matin et qui n'y est pas allé parce qu'il était shooté dans son lit, c'est Michael Jackson. On peut réécrire l'histoire en se demandant
si Michael Jackson était mort dans l'attentat du World Trade Center, comment est-ce qu'on aurait médiatisé l'attentat? Voilà. Bon, mais oui, bien sûr, là, de toute façon, l'Amérique du 21e siècle est une Amérique effondrée, à proprement parler, et effondrée jusque dans ses lois avec le Patriot Act. C'est seulement maintenant qu'on commence vraiment à avoir des fictions qui dénoncent réellement le Patriot Act sur le fait que ça nie les valeurs de l'Amérique, mais il aura fallu 20 ans pratiquement pour qu'on commence à critiquer ça. Parce que pour le coup, les productions Disney critiquaient dès l'époque. Pour le Patriot Act, déjà dans la trilogie du Batman de Nolan, ça transparaît, puisqu'il y a cette histoire, justement, c'est la dernière fois, Monsieur Wayne, que j'espionne comme ça nos concitoyens. Bon, et en plus, je pense à Juliette, finalement, et parce que Christian l'a cité, la reprise au cinéma de Je suis une légende, qui est contre Charlton Heston, etc., finalement, avec la version avec Will Smith est très différente de celle qu'on connaissait avec Charlton Heston. Ah bah complètement, Omega Man, oui. Bon, c'est quand même une sorte de Robinsonade presque heureuse, parce qu'il est dans Manhattan, précisément c'est Manhattan, il est sur son île de Manhattan. S'il n'y avait pas ces mutants qui le menacent la nuit, ça serait une vie parfaite. Il s'emmerde un peu quand même. Un peu, ouais, mais pas plus que ça. Non, mais ça, pas plus que ça. Ça m'a toujours frappé, pas plus que ça, parce qu'il va chercher des DVD. Non, mais il va chercher, tu te rappelles de cette scène, il va chercher les DVD, oui, il regarde des films, il est installé à Washington Square, il est bien. Dès lors qu'on ne sort pas la nuit, finalement, dans ce film, tout va à peu près bien. Les problèmes commencent quand il est plus tout seul, justement, et qu'elle attire les mutants, finalement, etc. Tant qu'il est tout seul avec son chien, ça va pas mal. Ouais, c'est complètement survivaliste, là, pour le coup. Ah, mais c'est une drôle de version c'est une drôle de version, cette affaire-là, parce qu'il y a aussi une réflexion sur la société de consommation. Il fait ce qu'il veut dans Manhattan. Il va se servir dans les rayons des supermarchés, tout place les mannequins. Bon, c'est pas très drôle, mais finalement, la première partie, je sais pas, j'ai l'impression que la première partie du film est plutôt une Robinsonade heureuse. Oui, oui, tout à fait, tout à fait. Bah, moi, tu m'offres une semaine de vacances dans ces conditions-là, je prends. Oui, moi aussi, même plus. Peut-être pas beaucoup plus, mais je prends, oui. Je pense que de toute façon, c'est une ongoing conversation. C'est l'entretien infini de Blanchot version pop. Donc, je pense qu'on va continuer à réfléchir à tout ça dans les 2 prochaines journées d'études.